Thomas Piketty, merci beaucoup. Bienvenue à Madrid et merci beaucoup pour avoir accédé à cet entretien. On va parler un petit peu d'économie, si ça vous paraît. Et en profitant que vous êtes ici et vous avez publié le livre en espagnol, on va essayer de donner un petit peu l'image de votre livre pour les lecteurs espagnols qui n'ont pas eu l'occasion de le lire en français ou en anglais, d'accord? Donc si vous voulez, on était en train de dire qu'il a eu beaucoup de succès, votre livre, et beaucoup d'économistes ont parlé du contenu. Alors, est-ce que vous pouvez résumer, c'est vrai que c'est un peu difficile, les 700 pages de théorie économique et évidence empirique, mais un petit peu en quelques minutes, quelles sont les principales lignes de votre thèse? Alors, donc mon livre, c'est vraiment un livre sur l'histoire de la répartition des revenus et des patrimoines. Et donc ce livre, il part d'abord d'un assez grand projet de collecte de données historiques que j'ai mené depuis une quinzaine d'années avec beaucoup de collègues dans le monde, Tony Atkinson, Emmanuel Saez, Facundo Alvaredo, des dizaines de collègues dans tous les pays, en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, au Japon, en Chine, en Inde. C'est un travail en fait où on a, d'une certaine façon, on essaye de... Moi, mon but, c'est d'essayer de contribuer à remettre la question de la répartition des richesses au cœur de l'économie. Et elle l'était. Alors au XIXe siècle, les économistes s'intéressaient beaucoup à la question de la répartition, la question du long terme, mais ils le faisaient avec relativement peu de données. Donc c'était quand même très théorique parce que, Ricardo, Marx, Kuznets, ensuite au XXe siècle, s'est mis à collecter plus de données. Mais Ricardo et Marx avaient quand même très peu de données historiques. Donc parfois, ils avaient des bonnes intuitions, des très bonnes intuitions théorique, même de ce qui se passait. Voilà. Mais la collecte de données historiques sur les inégalités a vraiment commencé avec Kuznets dans les années 50, qui pour la première fois a utilisé les données de l'impôt sur le revenu aux États-Unis de 1913 à 1948 et a trouvé une grande réduction des inégalités aux États-Unis de 1913 à 1948. Maintenant, ce travail n'avait jamais été vraiment étendu. Et donc nous, ce qu'on a fait dans ce livre, d'une certaine façon, c'est d'étendre ce travail de Kuznets à beaucoup plus de pays. Géographiquement et temporellement. Géographiquement et temporellement, exactement, puisqu'on a plus de 30 pays sur lesquels on a des séries à peu près homogènes sur l'évolution de la répartition des revenus depuis le début du XXe siècle. Ça va être la plus grande base de données en plus par rapport aux richesses. Pour l'instant, oui, je crois que c'est la plus grande base de données qu'on a. Sur les patrimoines, on peut même remonter au XIXe siècle ou parfois au XVIIIe siècle, parce qu'il y a des sources historiques sur les patrimoines, notamment grâce aux successions qui permettent de remonter plus longtemps dans le temps encore qu'avec les revenus. Et donc c'est vraiment ce travail qui n'avait jamais été fait, je pense, parce que c'était peut-être considéré comme trop historique par les économistes et trop économique pour les historiens. Et je pense que c'est les frontières qu'on a à l'intérieur des sciences sociales sont parfois un peu trop rigides. Oui, et je pense que ça explique pourquoi ce travail n'avait jamais été fait. Et donc la nouveauté de ce livre, qui je pense explique en partie son succès, c'est que pour la première fois, on peut étudier les inégalités et la répartition d'un point de vue historique. Voilà. Alors après, dans mon livre, j'essaye aussi d'utiliser des mécanismes économiques pour essayer de rendre compte, d'expliquer les évolutions, mais en même temps, j'insiste sur le fait, peut-être la principale conclusion de mon livre, c'est que l'histoire de la répartition des revenus, ce n'est pas simplement une histoire économique, c'est aussi une histoire politique, sociale, institutionnelle. Voilà. Et pour finir, disons que peut-être ma conclusion générale, c'est qu'à la fois, toutes les théories déterministes d'un point de vue économique ont tort, c'est-à-dire que il y a des forces qui poussent soit à l'accroissement, soit à la réduction des inégalités qui sont extrêmement puissantes dans les deux directions. Et pour finir, ce qui compte pour comprendre quelles forces vont l'emporter, c'est d'abord les institutions, les politiques qui vont être choisis par les différents pays. Voilà. Donc il y a plusieurs avenirs possibles. Il n'y a pas une seule trajectoire possible sur les inégalités. Il n'y a pas de déterminisme économique. Donc ça, c'est peut-être ça la principale conclusion du livre. C'est que si on regarde l'histoire des inégalités au XXe siècle en particulier, on se rend compte que ce sont d'abord des chocs politiques très violents qui ont conduit à la réduction des inégalités. La Première Guerre mondiale, la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, et puis les nouvelles institutions sociales, l'État-providence, l'impôt progressif, qui ont été mises en place à la suite de ces chocs et qui ont été, alors qu'ils étaient refusés par les élites
des pays européens Oui, jusqu'en oui. 1914 et qui finalement ont été acceptés après les deux guerres mondiales. Et c'est ça qui a permis la réduction des inégalités. Et à l'inverse, depuis les années 80 et les révolutions conservatrices des années 80 et depuis la chute du mur qui nous a fait rentrer dans une nouvelle phase de foi sans limite dans l'autorégulation des marchés, ça a fortement contribué à une augmentation des inégalités. Donc tous ces retournements sont des retournements qui ne sont jamais purement économiques, ce sont des retournements à la fois politiques et économiques. Et voilà, c'est cette perspective à la fois historique, économique et politique que j'essaye d'offrir. Dans ces dynamiques politiques dont vous nous parlez, quel rôle a joué, en ramenant l'histoire des inégalités au présent, quel rôle a joué la croissance des inégalités dans la génération de la crise où nous sommes maintenant? C'est-à-dire quel rôle, qu'est-ce qu'on peut dire de l'augmentation de ces inégalités de ces dernières décennies dans la génération de cette crise? Alors, je pense que l'augmentation des inégalités, notamment aux États-Unis, a contribué très fortement à fragiliser le système financier et finalement, dans le déclenchement de la crise, a joué un rôle très important. Parce qu'aux États-Unis, l'augmentation des inégalités entre 1980 et 2010 et 2007, la veille de la crise, a été tellement forte que finalement, une très grande partie de la croissance économique a été captée par le haut de la distribution. Ça a contribué à une stagnation des revenus médians et des revenus des 50% ou même des 80% des Américains les plus pauvres. Ça a contribué sans aucun doute à une très forte augmentation de l'endettement des ménages. Et finalement, tout ça, ça a contribué à une fragilisation du système financier. Cela étant dit, il y a également d'autres raisons qui fragilisent le système financier. Et en particulier en Europe, on se rend compte que l'augmentation des inégalités a été moins forte qu'aux États-Unis, mais que le système financier a été énormément fragilisé par le mouvement général, disons, de globalisation financière, de dérégulation financière, avec une hypertrophie, dans certains cas, des secteurs financiers des différents pays, et aussi un degré parfois d'opacité financière et d'interpénétration entre nos pays, où en fait chaque pays, en particulier en Europe, chaque pays européen a un secteur financier hypertrophié qui possède et qui est lui-même possédé par les autres systèmes, avec parfois une absence de contrôle des bulles immobilières particulièrement forte évidemment en Espagne, mais plus généralement, je pense que la fragilisation de nos systèmes financiers a été causée par cette hypertrophie des positions patrimoniales. La financiarisation. Le capitalisme patrimonial. Voilà, le capitalisme patrimonial qui est en partie une évolution naturelle, c'est-à-dire que je montre que dans mon livre, il y a un mouvement de reconstitution des patrimoines qui a démarré dès les années 50-60 et qui fait qu'il y a quelque chose de naturel dans le fait que le niveau total de capitalisation patrimoniale, immobilière, financière est aujourd'hui beaucoup plus élevé que ce qu'il était en 1970 ou en 1960, mais il a été exacerbé, disons, par la dérégulation financière, et puis de façon générale, dans un monde où les patrimoines immobiliers, financiers représentent 6 années de PIB, 7 années de PIB, et non plus 2 ou 3 années de PIB comme dans les années 70, forcément, toutes les questions de régulation financière deviennent beaucoup plus importantes. Parce que si vous faites une erreur sur le prix de l'immobilier ou sur le prix des actifs financiers dans un monde où la totalité des patrimoines vaut 6 ou 7 années de PIB, ça peut avoir des conséquences terribles pour l'économie réelle. Et c'est ce qu'on a vu, en Espagne, évidemment, ces dernières années. Oui, bien sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de régulation. Parce que parfois, on parle de manque de régulation, mais il y a eu le secteur financier, il est très régulé en tant que tel. Il y a beaucoup de régulation, mais le problème, c'est que, en quelque sorte, cette régulation en elle-même, elle est menée ou elle est créée par ce secteur financier pour pouvoir créer ces grands taux de bénéfices. Je veux dire, en quelque sorte, son activité est performante, il crée ses propres règles, c'est-à-dire il y a des règles, non? Ce n'est pas tant le manque de réglementation, mais que la réglementation qu'il y a
favorise capturé par le secteur financier lui-même. Voilà. Alors les problèmes de capture par le secteur financier, je pense, sont très, très réels. Mais je pense aussi qu'il y a quand même parfois un manque de transparence financière qui limite la capacité de régulation des autorités de régulation. La Banque centrale européenne, jusque tout récemment, ne disposait pas pour les différents pays européens de bilans patrimoniaux permettant de mesurer les niveaux atteints par les patrimoines immobiliers, financiers dans les différents pays européens. Donc on a besoin de beaucoup plus de transparence financière pour pouvoir conduire ces politiques de régulation. Et on a besoin aussi de le faire à un niveau élevé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une globalisation à tous les niveaux, au niveau financier, commercial, capitalistique, mais pas au niveau de la régulation et pas au niveau des gouvernements, là c'est ça qui crée cette situation très, très instable qu'on a connue notamment en Europe. Et dans les époques que vous identifiez dans votre livre de réduction, que vous venez de nous dire, réduction des inégalités entre les années 40, plus ou moins 45, jusqu'aux années 70, il y a eu comme un consensus, non? Il y avait la reconstruction européenne, il y avait le communisme de l'URSS qui était en train de pousser en Europe, il y avait des syndicats très puissants qui ont permis ou qui ont configuré ou qui ont permis la réduction des inégalités. Mais par contre, aujourd'hui, on n'en a pas cette configuration. Les syndicats ou le pouvoir des syndicats, il est en déclin. Et je crois que cela, ça a eu un rôle important dans l'augmentation des inégalités, non? C'est-à-dire le déclin des apparats syndicaux. Oui, vous avez raison. Les syndicats jouent un grand rôle historiquement dans le développement de l'État-providence, de l'État social en général et de la réduction des inégalités. Et l'existence du contre-modèle soviétique communiste joue aussi un grand rôle. Et c'est vrai que ça aide beaucoup à ce que les élites dans les pays occidentaux acceptent un certain nombre de réformes fiscales et sociales qu'ils refusaient. En France, d'un seul coup, au début des années 20, des groupes politiques situés plutôt à droite qui refusaient l'impôt sur le revenu à 2% en 1914 acceptent d'un seul coup l'impôt sur le revenu à 50-60% sur les plus hauts revenus, parce que finalement ils se disent qu'à côté de la révolution bolchevique, c'est plutôt mieux d'avoir l'impôt progressif sur le revenu. Et à l'inverse, la chute du mur et la fin du contre-modèle communiste nous fait rentrer dans une phase de refus de la régulation, de refus de la redistribution, dans lesquelles on est encore dans une grande partie. En même temps, il y a des nouvelles formes de mobilisation sociale et politique, des nouveaux partis politiques, même parfois, y compris en Espagne ou en Grèce, et des nouvelles formes de mobilisation sur Internet ou des nouvelles formes de militantisme qui, je pense, joueront un rôle à l'avenir. Donc moi, je suis pas... Disons, mon livre n'est pas un livre pessimiste. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des tendances inégalitaires qui sont extrêmement fortes, mais je pense que des réponses démocratiques et des réponses institutionnelles adaptées peuvent permettre de reprendre le contrôle de cette mécanisme. Par contre, par rapport à ce que vous êtes en train de dire, c'est vrai que dans ces années-là, il y a eu la social-démocratie s'est présentée comme un troisième chemin ou un chemin intermédiaire entre l'URSS et le capitalisme des États-Unis. Et ce consensus a permis de créer l'état de bien-être qui a permis d'avoir un certain, ou de conserver un certain niveau de vie aux travailleurs. Par contre, maintenant, il n'y a pas cette dichotomie, il n'y a pas ce consensus et la social-démocratie, avec le déclin des syndicats, a perdu un petit peu son idéologie et son esprit. Qu'est-ce qu'on peut trouver maintenant? C'est-à-dire, peut-être c'est les mouvements sociaux dont vous étiez en train de parler. Quel est le nouveau consensus dont on peut aujourd'hui tirer pour pouvoir renouveler ou soutenir même l'état de bien-être qu'on a connu? Il faut reprendre les institutions social-démocrates et inventer une nouvelle régulation démocratique adaptée au capitalisme patrimonial, mondialisé, financier d'aujourd'hui. Les institutions social-démocrates européennes continuent de fonctionner quand même d'une certaine façon. Et c'est ça qui fait que les inégalités en Europe ont quand même beaucoup moins augmenté qu'aux États-Unis. Donc il continue d'y avoir un modèle social européen, social-démocrate, qui d'une certaine façon fonctionne, mais qui est plus fragile
que ce qu'on imagine parfois. Aujourd'hui, je pense que l'une des grandes difficultés qu'on a en Europe, et c'est très différent des décennies d'après-guerre quand le modèle social-démocrate s'est développé, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus d'union au niveau fiscal, budgétaire, en particulier la concurrence féroce entre pays européens pour attirer les investissements, attirer les capitaux, fait que si on ne fait rien, on aura sans cesse des nouveaux scandales comme le scandale Luxembourg-Leaks qu'on a eu récemment, dans lequel on constate que les grandes sociétés multinationales se retrouvent à payer pratiquement aucun impôt nulle part en Europe, ou en tout cas un taux d'imposition plus faible que ce que vont payer des petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre simplement avec un parti social-démocrate dans un seul pays. On a besoin de solutions coopérative au niveau européen. On a besoin de construire une puissance publique légitime au niveau européen. Sans doute faut-il commencer avec un plus petit nombre de pays que les 28 pays, l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne. Plus facilement, et ensuite, si on arrive à montrer que ça peut marcher, si on arrive à faire une refondation démocratique de la zone euro avec un parlement de la zone euro dans lequel on prend les décisions fiscales, budgétaires à la majorité, ça permet d'avoir un impôt sur les sociétés qui fait payer aux sociétés multinationales au moins autant qu'aux petites et moyennes entreprises, qui prennent des décisions sur le niveau de déficit et le niveau d'investissement public qui conduisent à plus de croissance, à moins d'austérité, alors ensuite peut-être d'autres pays auront envie de rejoindre ce système. Mais pour l'instant, personne n'a envie de rejoindre une zone euro qui est en pleine austérité, qui est en pleine récession et qui ne conduit toujours qu'à plus de chômage des jeunes et qui donne absolument pas envie d'y rentrer. Donc vous considérez évidemment que, avec ce que vous êtes en train de nous dire, que l'austérité auquel se sont jetés tous les pays, notamment les pays périphériques, mais aussi les pays comme la France, est en train de nous approcher à une époque de très basse croissance, et cela affectera bien sûr aux inégalités. Oui, je pense que les pays de la zone euro sont dans une situation qui est extrêmement préoccupante, catastrophique par certains côtés. On a vraiment pris des mauvaises décisions en 2011-2012 en faisant trop d'austérité. Écoutez, c'est très simple. Le taux de chômage était à peu près le même en zone euro et aux États-Unis il y a 4-5 ans. Et depuis, le taux de chômage a monté très fortement en zone euro, alors qu'il a diminué très fortement aux États-Unis. Donc je crois que de façon claire, la stratégie qui a été suivie en Europe n'a pas marché. Par des partis conservateurs ou soi-disant socialistes, conservateurs et parfois socialistes. Et je pense que la France, et pas seulement l'Allemagne, mais aussi la France, ont une lourde responsabilité dans cette situation. Je pense que la France et l'Allemagne ont fait preuve de beaucoup d'égoïsme vis-à-vis de l'Europe du Sud. Je pense que la France et l'Allemagne, en gros, se sont dit en 2011-2012, puisque nous, on a un taux d'intérêt de 0% ou de 1%, on va laisser l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal se débrouiller avec leur taux d'intérêt de 5 à 6%, c'est de leur faute. Et c'est la loi du marché, tant pis pour eux. Ce choix égoïste a conduit à une récession dans l'ensemble de la zone euro, historique, dont maintenant la France a aussi fait les frais. Même l'Allemagne a une croissance qui est 2 fois plus faible que celle du Royaume-Uni, qui est en dehors de la zone euro. Donc c'est l'ensemble de la zone euro qui est prise dans cette récession, avec un risque de déflation très fort. Et donc voilà, il faut en sortir. Et les risques de déflation se rajoutent au risque à la dette publique, au problème de la dette publique dans la zone euro. J'ai vu il y a quelque temps, une année plus ou moins je crois, une vidéo où vous étiez en train d'avoir un entretien avec David Graeber, où vous parliez de la possibilité de l'annulation de la dette. C'est-à-dire maintenant il y a des mouvements tout autour de l'Europe, notamment des pays du Sud, mais aussi de certains... il y a certaines propositions du centre d'Europe qui proposent une certaine annulation, audit démocratique, etc. Quelle est votre position sur la dette ? Alors, je pense que il y a plusieurs façons de réduire rapidement une dette publique dans l'histoire. En gros, il y a l'inflation, il y a la répudiation, la restructuration partielle de la dette, et puis il y a l'impôt progressif sur le patrimoine privé. Et je pense que ces 3 méthodes sont complémentaires et peuvent être utilisées. Maintenant, si on n'utilise aucune des 3 et qu'on n'a pas d'inflation,
pas de restructuration de la dette et pas d'impôts progressifs exceptionnels sur les patrimoines privés, alors on est dans une situation très difficile. La restructuration de la dette, ça serait un élément à mettre en place avec d'autres éléments, évidemment. Il n'y a pas de solution magique. Il y a des outils qu'on peut utiliser, soi-disant. Donc ça, c'est un des outils qu'on pourrait utiliser, notamment dans la périphérie, mais aussi dans toute la zone euro, pour pouvoir commencer cette nouvelle étape de croissance, etc. Non oui, tout à fait. C'est ce qui a été utilisé par l'Allemagne et par la France à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler, si on fait un peu l'histoire de la dette publique, que j'essaye de faire dans mon livre, on a eu des phases de dette publique encore plus importantes que celles qu'on a actuellement. En 1945, la France et l'Allemagne ont plus de 200% du PIB en dette publique, donc encore plus que la Grèce aujourd'hui. Et en 1950, il n'y a plus de dette publique. Il y a 20% du PIB ou 30% du PIB en dette publique. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bon, c'est pas que les Allemands ou les Français ont remboursé leur dette, c'est qu'une très forte inflation en France et une très forte restructuration de la dette publique en Allemagne ont permis de réduire la dette publique très fortement. Et c'était une bonne décision, parce que c'est ça qui a permis à l'Allemagne et à la France d'investir dans la croissance dans les années 50, 60, sans avoir à traîner comme un boulet les intérêts de la dette publique. Voilà. S'il y avait fallu faire des excédents budgétaires de 1 ou 2% du PIB ou 3% du PIB chaque année, on y serait encore. Et on serait encore aujourd'hui à rembourser la dette publique de 1945. Donc c'est tout de même une amnésie historique incroyable, un oubli historique incroyable qui fait que l'Allemagne et la France aujourd'hui se retrouvent à expliquer à l'Europe du Sud que c'est impossible. Je pense que non seulement on a besoin de reprendre le cours de cette histoire pour s'inspirer pour l'avenir, on peut aussi réussir à faire mieux. C'est-à-dire, je pense que un des problèmes de l'inflation et de la restructuration, c'est que des fois, on ne maîtrise pas très bien qui finalement va payer l'addition à la fin. Oui. Donc c'est vrai que moi je préfère, par rapport à l'inflation, la restructuration, je préfère l'impôt progressif sur le patrimoine privé parce que ça permet de mieux cibler les efforts sur les patrimoines les plus importants. C'est plus transparent, c'est plus démocratique de mon point de vue. En même temps, cette transparence parfois fait peur, et c'est pour ça qu'on préfère des solutions comme l'inflation, la restructuration de la dette, où on est beaucoup moins clair sur finalement qui va payer. Mais à la fin, il faut bien que quelqu'un paye. Hein. Ça, c'est vrai. Je voudrais aussi vous demander sur le processus de globalisation et l'impact qu'il y a eu sur les inégalités. Parce que maintenant, on est en train de voir qu'il y a un grand pacte entre l'Amérique du Nord et l'Europe qui est en train de se signer, parfois, c'est-à-dire pas aux lumières publiques, mais sous un certain secret. C'est le TTIP. Et alors, quel impact pourrait avoir ce genre de traité de libre-commerce sur les inégalités en Europe ? Parce qu'on a vu les inégalités, comment les inégalités au Mexique ont augmenté grâce à la création du NAFTA. Dans toute la ligne, las maquilas, c'est toute l'histoire. Alors ici, est-ce qu'on pourrait voir une augmentation des inégalités aussi par rapport à ça, une souffrance des classes populaires, etc. Je pense qu'on ne peut pas avoir de libre-échange en échange de rien. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut avoir une libre circulation des biens, des services, des capitaux, il faut qu'on ait dans le même temps des régulations collectives, beaucoup plus d'échanges d'informations, beaucoup plus de fiscalité en commun. Donc je pense que ce serait une grande erreur d'avoir un nouveau traité de libre-échange et de libre circulation des capitaux entre l'Europe et les États-Unis si on n'introduit pas en même temps, dans le même traité, des mesures très fortes en termes de justice fiscale et sociale. On dit toujours introduire si on n'a pas la possibilité de savoir qu'est-ce qui est en train d'être négocié. Ah oui, bien sûr. Bah là, ça, vous avez parfaitement raison. Là, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ça, quand on ne sait même pas ce qu'il y a dans les négociations, là, c'est sûr que c'est vraiment très difficile. Donc ça, c'est une méthode absolument catastrophique. Et je pense que si on continue comme ça, ce traité va être rejeté massivement. Je pense que la seule façon qu'un traité de cette nature puisse être accepté par les opinions européennes et américaines d'ailleurs, c'est que d'abord plus de transparence, vous avez parfaitement raison, mais aussi, ça ne suffit pas la transparence, il faut aussi que dans ce traité marche sur deux jambes. C'est-à-dire que si on veut continuer d'aller vers plus de globalisation commerciale, financière, il faut montrer que cette globalisation peut aller avec plus de justice fiscale globale. Et donc, vous savez, l'excuse qui est tout le temps utilisée
pour ne pas avoir plus de justice fiscale, d'impôts sur les communs, c'est que d'autres pays ne vont pas coopérer et vont attirer les investissements. Mais là, on est dans ce traité entre l'Union européenne et les États-Unis, on met quand même la moitié du PIB mondial autour de la table. C'est-à-dire que les États-Unis, c'est un quart du PIB mondial, et l'Union européenne, c'est un quart du PIB mondial. Donc là, on n'a aucune excuse. C'est-à-dire quand on met la moitié du PIB mondial autour de la table, si on n'est pas capable de créer en même temps un minimum d'impôts communs sur les bénéfices des grandes sociétés multinationales, si on n'est pas capable d'avoir des mesures très fortes pour plus de transparence financière, un registre mondial des titres financiers, des échanges automatiques d'informations bancaires, quand est-ce qu'on va y arriver? Et à quoi ça sert d'avoir un grand traité multilatéral pour ensuite se retrouver à faire uniquement de la libéralisation des échanges? Donc je pense que c'est très important que les différents mouvements politiques en Europe proposent, imposent de mettre dans ce traité des mesures très fortes de justice fiscale et de transparence financière. Et la dernière question, parce que je sais que vous devez partir, quand vous parlez des nouveaux mouvements, vous parlez notamment des mouvements qui sont en train d'apparaître en Espagne, en Grèce, ou aussi en Europe centrale. Parce que c'est vrai qu'il y a une différence politique entre les dynamiques politiques qui sont en train de se donner dans les pays périphériques et dans les pays du centre. Alors peut-être ces mouvements dont vous êtes en train de parler, ça vient de la périphérie, c'est-à-dire on pourrait construire une nouvelle reconfiguration de l'Europe à partir des mouvements sociaux et des revendications de la périphérie européenne. Ça serait une construction à l'inverse, pas du centre vers la périphérie, mais de la périphérie vers le centre peut-être. Oui, ben je l'espère. Écoutez, il va y avoir des élections là en 2015, il va y avoir des élections en janvier en Grèce, à la fin de l'année ou début 2016 en Espagne, enfin je n'ai pas bien compris les dates exactes. Il va aussi y avoir des élections en France, des élections régionales en décembre 2015, où compte tenu du mode de scrutin, c'est tout à fait possible que plusieurs régions tombent à l'extrême droite. Et moi, je pense que les dirigeants européens à Bruxelles, à Paris, à Berlin, feraient bien de réaliser qu'un choc politique à la gauche de la gauche est beaucoup moins dangereux qu'un choc politique à la droite de la droite. Et donc les mouvements Podemos, Syriza sont des mouvements qui sont fondamentalement des mouvements internationalistes, pro-européens. Et je pense que plutôt que de rejeter ces électeurs en leur expliquant qu'ils sont irresponsables, qu'ils vont mener à la sortie de l'euro, à la destruction de l'Europe, etc., les dirigeants allemands, français, bruxellois feraient bien de s'appuyer sur ces forces politiques nouvelles pour essayer de bâtir une refondation démocratique de l'Europe permettant de sortir de l'austérité, d'avoir plus de croissance. Vous savez, un choc politique venant de l'extrême droite sera autrement plus difficile à tirer de façon positive qu'un choc politique venant de la gauche. On l'a déjà connu. On l'a déjà connu. Donc moi je pense que ce qui est très important, c'est que ces nouveaux mouvements politiques aussi fassent des propositions pour une refondation démocratique de l'Europe. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se plaindre de l'Allemagne, même si l'Allemagne a une grande responsabilité, ou de se plaindre de la France. Il faut proposer, je pense que j'aimerais moi que les partis dont vous parlez, en Espagne, en Grèce, proposent à la France, à l'Italie, à l'Allemagne, par exemple, un parlement de la zone euro dans lequel on prendrait les décisions sur le niveau de déficit public de façon démocratique, à la majorité, dans un parlement où chaque pays serait représenté en proportion de sa population, ni plus ni moins. Et je suis persuadé qu'on aurait fait moins d'austérité en Europe et qu'on aurait eu plus de croissance si on avait fait le choix des déficits et de l'investissement public de façon démocratique, de cette façon. Et je pense que si une proposition de cette nature venait de la périphérie, comme vous dites, du sud de l'Europe, je pense que l'Allemagne, à un moment, serait obligée de l'accepter. Sans doute l'Allemagne aurait peur d'être mise en minorité par l'Italie, l'Espagne, la France sur le niveau du déficit, mais en même temps on ne peut pas dire non à tout. On ne peut pas avoir une monnaie unique et en même temps refuser la démocratie. La difficulté, c'est que pour l'instant, ce type de proposition de refondation démocratique de l'Europe n'est pas véritablement sur la table. Donc je pense que c'est important de les mettre sur la table. Et un jour, ça deviendra réalité, à condition de les mettre sur la table.
Ben, merci beaucoup, Monsieur Piketty. Ça a Merci. été un plaisir, une grande opportunité de parler avec vous et j'espère que votre voyage en Espagne se déroulera très intensement, mais bien. D'accord. Merci beaucoup. Merci.